Monsieur Bertin, Oui, merci Président. Oui. Merci Monsieur le Directeur Général pour ce propos sans compromis. Je vais être beaucoup plus naïf parce que je suis qu'un pauvre scientifique de base, donc je ne connais pas grand-chose à tout cela. Mais j'ai juste trois points. Bon, vous avez prononcé un mot qui m'est cher, qui est celui de pôle de compétitivité, et donc qui s'est additionné à d'autres outils comme les SAT. C'est quoi aujourd'hui vraiment le travail que vous effectuez aux côtés des SAT d'un côté et des pôles de compétitivité de l'autre, qui vont arriver de mémoire dans leur cinquième phase d'évaluation? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut en France? Qu'est-ce qui nous manque? Alors moi, je suis plutôt secteur santé, hein, donc on est des gaspilleurs de beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir un jour avoir des ETI, des biopharma dans ce pays, qu'on puisse accompagner beaucoup plus loin jusqu'aux essais cliniques, euh, fonds de pension ou je ne sais. Troisième point, alors c'est juste pour être un peu plus provocatif, parce qu'on est là aussi pour ça. Des fois, j'entends dire quand même que la BPI ne rentre pas beaucoup dans ses critères de jugement le risque de voir partir une activité vers l'étranger. Et on m'a cité quelques exemples d'entreprises qui se sont jugées, en tout cas lâchées en vol par la BPI, alors que somme toute, elles avaient des résultats cohérents. Je parle toujours de la biotech santé, je suis désolé, et qui se sont retrouvées donc du coup allemandes ou américaines. Qu'est-ce que vous commentez là-dessus? Les SAT et les pôles de compétitivité, c'est très différent pour nous. Les pôles de compétitivité, ils ont été transférés aux régions. Les pôles de compétitivité, bah, comment dire, c'est une figure organisationnelle et sémantique dont le contenu a évolué dans le temps. Du temps de Christian Blanc, encore une fois, c'était des clusters à l'allemande, avec un centre technique local. Bon, il en voulait 15. Il y en a eu 74. Et donc, c'est devenu autre chose. C'est devenu des lieux où se crée de la collectivité entre entrepreneurs jusqu'ici hyper individualistes. Moi, je retiens ça. Je regarde toujours le verre à moitié plein, d'une certaine manière. Les pôles de compétitivité ont créé du dialogue et de la discussion dans les territoires entre des gens qui, historiquement, ne se parlaient pas beaucoup. Hein. Et ça, c'est bien. Ensuite, ils se sont greffés dans certains territoires sur des instituts Jules Verne de qualité, hein, mais pas tous, quelques-uns, mettons 6 ou 7 en France. Et puis, c'est tout. Pour le reste, c'est quelque chose qui ne fait plus partie de la vie quotidienne de BPI France, les pôles de compétitivité. Hein. Nous, on est la banque des entrepreneurs qui sont dans les pôles de compétitivité. Mais on n'est pas dans les réunions des pôles, on ne finance pas les pôles, ce sont les régions qui les font, on ne finance pas leurs événements, mais on est présent, hein, c'est là qu'on retrouve nos clients, etc. Les SAT, c'est très différent. Les SAT, on est au capital des SAT, et les SAT sont le lieu absolument fondamental où s'incarne le plan Deep Tech de BPI France. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons récupéré la responsabilité d'orchestrer et de financer les SAT qui étaient jusqu'ici à la Caisse des dépôts et consignations, hein, au 1er janvier 2019. Le plan Deep Tech de BPI France, il part d'une vision stratégique, hein, qu'on est en train d'exécuter, qui consiste à dire l'avenir de la France, ça ne peut pas être que des critéos, c'est formidable, mais ça ne peut pas être que des plateformes digitales avec des codeurs. C'est forcément aussi de la deep tech. Et la deep tech, c'est pas que de la medtech et de la biotech, je vais y venir. Hein. C'est autre chose. C'est des matériaux composites, c'est du semi-conducteur, c'est du quantique, c'est de la microfluidique. Et donc, par ailleurs, la transformation en économie de la recherche française est beaucoup trop faible par rapport à ce que font les Britanniques, qui sont très forts, les Belges, les Allemands, les Nordiques et les Américains. Donc opportunité de croissance du nombre d'entreprises et des emplois et de la culture entrepreneuriale en France, formidable. Pour ça, et c'est pour ça que d'ailleurs le PIA avait créé les SAT. Hein. Et donc nous sommes au conseil d'administration des SAT. Les SAT, de plus en plus, font non seulement du transfert de techno, mais font également de la maturation de start-up. Elles intègrent ce qu'on appelle des start-up studios. Donc elles sont le lieu important. Alors il y a toute la fonction juridique par ailleurs, parce que tout ça est hyper encadré juridiquement, le transfert de techno. Hein. Mais elles sont le lieu où le chercheur commence à poser sa blouse blanche et devenir entrepreneur. Donc c'est un lieu de transformation culturelle majeure sur lequel, enfin, qu'on utilise comme levier d'Archimède, hein, pour faire la transformation globale dont je vous ai parlé.
D'où le Deep Tech Tour que nous faisons à la rencontre des chercheurs, des doctorants, d'où le gros événement que nous avons fait il y a un mois avec 1000 doctorants à Bercy Arena la veille du Big, en présence des présidents et présidentes d'université, du président du CNRS, avec des témoins dans tous les sens. Donc je pense répondre à votre question. Je vais à la troisième parce que je me souviens plus de la seconde, mais vous me la rappellerez. La troisième question. Donc là, c'est très simple, il faut que vous me disiez qui. Si vous ne pouvez pas, on ne peut pas en parler. Non, vous pourriez. Mais honnêtement, on est des redoutables patriotes. Vraiment, je voudrais que vous soyez conscients de ça. Et parfois, on ne peut pas. D'abord parce qu'on n'est pas majoritaire dans les boîtes. On a toujours des partenaires. On a 10%, on a 12%, on a 15%, mais on n'est jamais majoritaire dans les entreprises. Il ne s'est pas agi, quand on a créé la BPI France, de dire qu'on allait nationaliser l'économie française. Donc on a toujours des partenaires, et les choses se décident collectivement. Ensuite, alors ça va peut-être commencer, mais il y a très peu d'acheteurs français. Très peu ou pas, du tout. Et donc, si vous saviez à quel point... C'est pratiquement une fois par semaine que dans nos comités d'investissement, on est en insurrection en se disant « mais merde, à la fin, quoi. Il n'y a pas un Français pour acheter cette boîte extraordinaire qu'on accompagne depuis 10 ans. » Ben non. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on raisonne à l'échelle de l'Europe? Je pense que oui, à la fin, puisqu'on est dans un monde d'empire. Et donc, raisonnons à l'échelle de l'Europe. Quand je vois Cardiologues vendu à Philips, Cardiologues qu'on accompagne depuis le début, c'est un peu une sorte de fierté, je me dis, après tout, c'est bien. Mais il faut que ça marche. Il ne faut pas qu'ils le détruisent. Moi, je dis ça, c'est public, mais je fais confiance à Philips. Je dis ça parce que quand on a vendu Weezings à Nokia, ça ne s'est pas très, très bien passé. Du coup, on l'a ressorti, on l'a recréé, on l'a refinancé, et ça reste une très belle entreprise française. Mais des cas où on aurait pu garder en France, il y avait une solution, et la BPI a fait du contre... Ça n'existe pas. C'est tellement antithétique de la culture qui est la nôtre que ça n'est... Enfin, il faudrait me le dire. La deuxième question, c'était... Alors oui, bien sûr, vous avez raison. Donc ça c'est tout le sujet du financement de l'étape de croissance, c'est-à-dire mettre 30-40 millions d'euros dans des entreprises qui sont encore très, très en perte, qui n'ont pas encore sorti de produits, pour financer des essais cliniques de phase 2, puis de phase 3, etc. Bon, la réponse de la BPI, ça a été, dès 2013, de créer le plus gros fonds et le premier fonds français de capital croissance qui s'appelait Large Venture, qui était un fonds de 700 millions qu'on a monté à 1 milliard, maintenant 1,5 milliard, et qui a un énorme portefeuille maintenant depuis 9 ans, qui a 250 lignes. Ensuite, notre mission, ça a été de convaincre les fonds privés de faire comme nous, de créer des fonds de croissance, de convaincre Sophie Nova d'en faire un, ils en ont fait un, d'engendrer de nouvelles équipes. On a engendré en particulier l'équipe de Geito, et de permettre à d'autres fonds également de faire des levées qui sont beaucoup plus significatives. L'étape que nous sommes en train d'essayer de franchir, c'est de convaincre tout le monde de faire ce qu'on appelle du crossover, c'est-à-dire non seulement de l'investissement en non-coté, mais également en coté. Parce que c'est là que le bas commence à blesser. Et donc ça suppose des équipes qui sont pluridisciplinaires, de gens qui savent ce que c'est que le private equity, mais qui savent aussi ce que sont les marchés de capitaux. Ce que nous avons, notre équipe de Large Venture, elle est construite comme cela. Et notre activité de fonds permet progressivement d'accomplir cet objectif-là. Faut-il encore convaincre des individus, qui sont les investisseurs privés, de se lancer dans cette aventure? Je pense qu'on a quand même fait beaucoup de progrès depuis 2013 sur le financement de ces phases 2, phase 3 en France. Le volume de levée de capitaux par la biotech française est beaucoup plus élevé qu'avant. Alors il y a un secteur précis qui est la medtech, qui lui était le crève-cœur absolu. Puisque la medtech, la France est un pilier de la medtech mondiale, mais toutes les boîtes sont achetées par des Américains. Parce qu'il n'y a pas de grand groupe de medtech européen. Et donc comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il faut engendrer des ETI de la medtech européenne qui vont elles-mêmes pouvoir consolider les startups qu'on leur livre sur un plateau d'argent. Et c'est ce que nous avons fait avec 2 fonds, le fonds Archimède et le fonds
de mémoire Léo Xamre, créé par notre ami ancien de Urgo, auquel on a donné beaucoup de capitaux, pour qu'ils puissent créer des équipes qui vont consolider la medtech, hein, et qui ont commencé de le faire, notamment avec des anciens de Sorine. Tout ça prend du temps, hein. C'est année après année que ça se construit. Mais on part du paysage qui est le nôtre, hein. La medtech, la grande medtech, elle est à peu près à 80%, 90% américaine, hein. Ça n'empêche pas les chirurgiens français, les chercheurs français dans les hôpitaux d'être hyper féconds, hyper inventifs sur des petits objets que nous finançons.